J'aimerais parler du fait d'aimer son agresseur ou son violeur, et même d'en être amoureuse, parce que c'est mon histoire, c'est ce qui m'est arrivé, et je suis loin d'être un cas isolé en fait. Aujourd'hui, je vais parler du fait d'être amoureuse de son violeur, de son agresseur, ou juste de l'aimer, d'avoir un lien familial ou amical avec, parce que c'est ce qui m'est arrivé, et je suis loin d'être un cas isolé, et je pense que il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte dans les affaires de viol ou de violence conjugale ou même d'agression sexuelle ou autre. Alors que dans plus de 90% des cas, c'est des personnes qui sont déjà connues des victimes. Et je pense vraiment que, enfin, je suis convaincue, pour l'avoir vécu, pour en être dedans, que ça intervient de plein de manières différentes dans les différents processus d'après l'agression, que ce soit par la prise de conscience, par la culpabilisation et par l'après pour se reconstruire. Moi, j'ai été violée en avril 2019 par mon copain de l'époque qui s'appelle Samuel. Et en fait, avec Samuel, on a continué à avoir une histoire d'amour après, qui était très compliquée, enfin très tumultueuse, ne serait-ce que parce que j'avais des crises d'angoisse tout le temps, ce qui n'aidait pas, du fait de ce viol, du coup. Et en fait, je m'en suis rendu compte en janvier 2021, donc là, il y a quelques mois, alors on s'était revus 2 semaines avant, j'allais venir le voir à Nantes, là où il vit. Et en fait, je suis passée par plein d'états. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu le choc. Vraiment le choc de comprendre ce qui s'était passé, de comprendre d'où venait mon mal-être depuis 2 ans. Le choc de ce qu'il m'a dit après quand je l'ai appelé pour lui hurler dessus, cette vérité. Et après le choc, tout de suite après, il y a eu la haine. C'était une haine sourde et constante. Vraiment, j'étais pleine de haine et c'était quelque chose de très très fort. Et vraiment, je m'y suis accrochée de toutes mes forces parce que je pense qu'elle m'aidait à tenir. C'était une période, pendant cette période, j'arrivais pas à dormir ni à manger. J'étais en clinique psychiatrique à ce moment-là. Et, euh, et après ça, j'ai été vraiment. J'ai vraiment vogué au gré des différentes étapes pour la justice. C'est-à-dire que, après l'article qui est apparu dans Libération, où Samuel a témoigné donc de mon viol, en plus qu'un témoignage, c'était davantage un manifeste, mais bon. Et, et après ça, je subissais quoi, les étapes à chercher une avocate, à, à aller porter plainte, à aller voir les psys. Et ensuite, tout s'est précipité, il y a eu la garde à vue de Samuel, la confrontation. Et en fait, c'est que après ça, quand du coup tout s'est calmé, donc il y a quelques semaines là, il y a 2 semaines, 3 semaines. Et au début, il y a eu un grand vide. Pendant une semaine peut-être, je ne pensais pas du tout. C'était très étrange. Et, et là, en fait, ça y est, je suis en train d'être dans une nouvelle phase, qui je pense est liée au fait d'avoir de nouveau un quotidien entre guillemets plus normal où je parle pas tout le temps de viol aux journalistes ou dans les médias où je fais d'autres choses, où j'arrive aussi à me concentrer à faire autre chose parce que c'était pas le cas avant. J'en rêvais, je faisais des cauchemars, je parlais que de ça, je dessinais que ça, j'écrivais que sur ça. Et en fait, cette espèce de retour à la normale, en fait, ça m'a fait aussi me ramener à une certaine réalité. Qui est qu'en fait, Samuel qui m'a violée, qui m'a détruite, hein, c'est pas peu dire. À cause de lui, enfin, entre autres, parce que j'imagine que dans une dépression, il y a différents éléments, mais je suis tombée en dépression, j'ai failli me suicider, enfin, le viol, on en meurt, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là, il me manque, je le vois partout, je pense tout le temps à lui, mais c'est un espèce de... C'est presque une tristesse heureuse, en fait, c'est très étrange, mais
je suis presque heureuse en fait d'avoir surpassé toute la phase de haine en fait. Et, mais c'est très dur parce que c'est très perturbant en fait de ressentir autant d'amour, autant de manque d'une personne qui, qui t'a fait autant de mal, qui en plus il s'est avéré dans la confrontation qu'en fait il avait des doutes et qu'il m'en avait jamais parlé de ce qui s'était passé cette nuit-là. Enfin, que ce connard qui m'est violé, qui m'est traité comme une merde pendant 2 ans, bah parce que du coup on a continué à avoir une histoire 2 ans après le viol. Bah je sais pas, c'est très perturbant en fait. Et, et en fait c'est d'autant plus perturbant que personne n'en parle, j'ai l'impression de ça, du fait que souvent bah, nos violeurs, nos agresseurs, c'est des gens pour qui on a une attache. Donc je parle pas forcément de liens amoureux, même si dans beaucoup de cas, dans les viols conjugaux, bah, c'est ça. Mais, euh, mais même un lien filial, un lien amical, ou même une ascendance, bah, c'est totalement à prendre en compte dans... C'est pas d'un coup, on a été agressé, ça y est, on déteste la personne et c'est bon, c'est clair dans notre tête. Et même, la relation est intrinsèque à notre traumatisme en fait. Enfin, moi, j'aurais pas été autant. Parce que derrière toute la dimension de la violence, de ce que c'est un viol, d'une violence quelle qu'elle soit, il y a toute la dimension psychique. Et c'est la dimension psychique qui crée le traumatisme en fait. Et la dimension psychique, psychologique, tout ça, post-traumatique, mais on peut pas la dissocier du lien qui nous lie à la personne en fait. Et je trouve que c'est très tabou ça, du fait de dire que oui, on continue d'aimer parfois nos agresseurs quand c'est des gens qu'on a connus avant et que malgré tout le mal qu'ils nous ont fait, on continue à les aimer et que c'est pas nous qui avons un problème. Enfin, nous, on fait que subir ce qu'on nous a fait en fait. Et pourtant, il y a une espèce de... J'ai l'impression que si tu hais pas ton agresseur, t'es pas une vraie victime en fait. Et pourtant, je pense vraiment que c'est essentiel pour comprendre vraiment tous les, tous les aspects en fait de ce que c'est un viol ou une violence ou en fait un traumatisme de manière générale, parce que un traumatisme c'est pas juste l'acte sur le moment, hein. Sinon ça serait trop facile, ça serait bien. Ben non, c'est tout ce qui est après, c'est tout l'état dans lequel je suis aujourd'hui et dans lequel je suis en train d'essayer de m'en sortir, c'est-à-dire une angoisse permanente, euh, une peur mais viscérale au moindre bruit, mais vraiment le bruit je ne supporte pas, une impatience, une irritabilité parfois, une peur une peur mais sociale des gens des fois, même de nos proches, le doute, une, une tristesse qui te ronge mais qui n'est pas la même tristesse que quand tu es en dépression ou quand tu es juste triste. Le post-trauma c'est vraiment particulier et, et le fait d'aimer son agresseur ça joue aussi dedans quoi. Déjà la première chose à dire, je pense que moi je me suis posé la question tout simplement pourquoi c'est si inconcevable, pourquoi personne n'en parle du fait que souvent il y a un lien qui persiste entre, malgré la victime, hein, entre l'agresseur et sa victime. Euh, Parce que ne s'agit pas de minimiser ce qu'on nous a fait, même si, mais c'est juste prendre en compte les différentes, toute la complexité en fait de la relation que ça implique en fait. Et, et tout simplement parce que la plupart des personnes ne sont pas forcément des militantes féministes, mais dans l'imaginaire collectif plus général, il y a vraiment ce truc de euh, un violeur ou un agresseur, c'est un mec, c'est un inconnu cagoulé dans la rue qui t'agresse la nuit, quoi. Et en fait, du coup, cette image-là qu'on a, hyper fantasmée, d'un mec, d'un monstre froid, elle colle pas du tout avec l'image qu'on se fait d'une personne qui partage notre vie, d'une personne qui rit avec nous, qui pleure avec nous, qui nous aime, malgré tout. En tout cas, qu'on croit qu'il nous aime. Et, et donc, ce fantasme, quoi. C'est inconcevable pour nous de faire le lien. Par ailleurs, je pense qu'un des trucs les plus importants, c'est que quand on aime la personne, quand il y a une attache, un lien affectif, comme c'est le cas dans plus de 90% des cas, je vous rappelle, hein, des viols ou des agresseurs, bah c'est par rapport à la prise de conscience. Parce que
c'est très très dur. C'est très très dur de consciemment se dire que la personne qu'on aime, la personne qu'on estime, souvent qu'on respecte, elle a pu nous faire ça. Non seulement parce que c'est dur d'imaginer qu'une personne qu'on aime ait pu nous faire ça à nous, c'est inconcevable, puisqu'il nous aime, c'est pas possible qu'il nous ait pu nous faire du mal. Et d'un autre côté, c'est inconcevable de se dire que cette personne-là a pu commettre cet acte, parce que cette personne-là, souvent, on l'idéalise. Par ailleurs, le pire, c'est que c'est vraiment quand ça s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que quand il y a des schémas de chantage affectif pour obtenir des faveurs sexuelles ou une insistance qui s'installe durablement, elle devient vraiment intrinsèque à la relation en fait. Et quand ça s'installe comme ça de façon aussi durable, bah, elle se normalise et c'est un schéma qui devient normal en fait aux yeux de la victime et qui du coup n'a plus du tout les clés pour se rendre compte de ça, quoi. Donc ça, je pense que c'est des schémas qui sont assez... C'est des choses qu'on observe beaucoup dans les violences conjugales notamment, où des personnes, au-delà de la dimension matérielle, bah, des femmes restent avec leur mari ou leur conjoint violent, parce que justement, il y a aussi ces schémas-là qui sont difficiles à désamorcer quand on est en plein dedans, en fait. Après la prise de conscience, le fait d'aimer son violeur, son agresseur, ça a aussi un rôle très important dans la culpabilisation qu'ensuite la victime peut sentir. Culpabilisation qui, je le rappelle, est intrinsèque à toutes les victimes. Enfin, je dis pas que c'est systématique, mais moi personnellement, je connais beaucoup de victimes et j'en connais aucune qui n'a pas ce sentiment de doute et de culpabilité qui s'installe. Alors le fait que quand on aime une personne et qu'on la respecte, on a du mal à prendre conscience, et donc souvent que ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, comme ça a été le cas pour moi, ça renforce ce doute en mode si je n'ai rien osé dire, c'est ma faute. Et en plus de ça le fait qu'il y ait cette dualité entre la peur et la colère qu'on peut ressentir pour son agresseur et de l'autre côté l'amour qu'on peut ressentir pour la personne en tant que telle, qu'on idéalise souvent, ça met aussi le doute sur la gravité de ce qu'on a vécu. Enfin, moi, encore une fois, alors même que mon viol a été très violent et donc ne fait absolument aucun doute, parce que le mec m'a quand même attaché les mains, etc. Bah, il m'arrive encore des fois dans mon lit de me mettre à pleurer, de me dire mais en fait ce qui s'est passé c'est pas si grave et les conséquences sont tellement énormes derrière, est-ce que ça valait vraiment le coup de porter plainte, etc. Alors que bien sûr que si, mais ce doute il est là, il est constant vraiment et même si le fait de témoigner m'a aidé à moins douter, il reste, il est tout le temps là quoi. Constamment, vraiment, parce que le traumatisme, il te façonne tellement. Le doute aussi, il fait partie de toi, en fait. Il est là. Et enfin, pour moi, le dernier aspect qui joue sur la culpabilisation aussi, c'est la peur des représailles si on porte plainte. C'est-à-dire que on va se sentir nous-mêmes coupables du fait de briser finalement cette relation qui s'est installée dans ces schémas de violence, malgré des faits de violence. Et enfin, un autre truc qui me paraît très important, c'est la double voire triple peine qu'une victime ayant un lien affectif avec son agresseur peut ressentir, parce qu'au-delà du fait d'être victime de violence, de viol, de violence sexuelle ou autre, la personne a la responsabilité de se priver de cet être qu'elle aime. C'est-à-dire qu'elle sait en dénonçant et en se préservant elle, que quelque part, elle se prive elle-même d'une personne qu'elle aime. Et évidemment qu'on va lui dire mais c'est un agresseur et tu ne dois plus l'avoir dans ta vie, il est nocif pour toi. Mais ça reste un lien affectif et ça reste quelque chose de... On peut pas nier les sentiments des personnes, aussi malsains cela puisse paraître, quoi. Et au-delà de ça, il y a aussi la responsabilité de blesser la personne qu'on aime. C'est-à-dire, quand on aime une personne, on ne veut pas lui faire du mal et on sait qu'en dénonçant, en allant à l'encontre du schéma de violence ou en dénonçant ce que cette personne nous a fait subir, c'est-à-dire en levant le voile sur ça, finalement, on prend aussi la responsabilité. Enfin, c'est pas du tout le cas, mais légitimement, mais on a cette impression d'en plus, d'avoir la responsabilité de briser le bonheur de la personne qu'on aime. Et ça, c'est beaucoup le cas
ça est beaucoup le cas, je pense, pour les cas d'inceste où les enfants ont cette impression de devoir d'être responsables du bonheur de leurs parents, parce que c'est le cas de beaucoup d'enfants, de vouloir, les enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs parents soient heureux. Et quand on dénonce, quand un enfant arrive à identifier et à dénoncer ce qu'un parent a pu lui faire subir sur lui, il y a ce poids-là de se dire je vais briser la vie de mes parents, ou de manière générale, je vais briser la vie de la personne que j'aime en dénonçant. Tout en, évidemment que c'est pas le cas, que c'est pas lui qui est responsable, mais il y a quand même cette dimension-là qui est à prendre en compte dans toute la douleur, la souffrance de la victime. Et enfin, il y a tout simplement les conséquences du fait que quand on parle, quand on dénonce des cas de violence, de viol, il y a toujours les conséquences entre guillemets sociales, c'est-à-dire que faut pas se leurrer, souvent dans un couple ou même dans des amis, il y a souvent des groupes d'amis en commun, souvent on est proche de la famille, et c'est des personnes qu'on peut craindre qui partent de notre vie. Et moi c'est clairement mon cas, j'étais très proche de la famille de Samuel et je les aimais énormément. Et le fait est qu'aujourd'hui, il ne me parle plus même si je sais que c'est peut-être mieux comme ça reste un deuil à faire, quoi. Parce que c'est pas des relations superficielles. Quand on reste plusieurs années, comme dans mon cas 4 ans avec la même personne, il y a forcément un lien très fort qui se crée avec les proches. Même ses amis, et lui-même aimait mes amis. C'est forcément un chamboulement. Et c'est aussi une responsabilité de plus que la victime pense devoir tenir sur ses épaules. Et de fait, et le cas, c'est qu'il y a des conséquences derrière. Et ça, on ne peut pas le nier. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, du fait qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de cas de violence, derrière, il y a des personnes qui ont des liens affectifs. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut... que ça serait mieux pour les victimes de continuer à parler avec leur agresseur, je pense pas, mais je pense par contre qu'il ne faut pas oublier ce lien, et que ce lien fait totalement partie de la difficulté qu'ont les victimes déjà de se rendre compte, et aussi après de se reconstruire, parce que un lien affectif, un lien amoureux, un lien filial, ou que sais-je encore, un lien amical, c'est les liens... c'est ce qui nous forge, c'est avec ça qu'on se construit, donc faut pas l'oublier, quoi. Moi tout bêtement, moi Samuel, j'ai pas choisi de plus lui parler, parce que malgré tout ce qu'il m'avait fait, moi je voulais continuer à avoir un lien avec lui et à ce qu'on avance ensemble dans tout ça. Et c'est lui qui a décidé qu'on se sépare pour de vrai, entre guillemets, qu'on coupe les ponts. Et moi c'est pas ce que je voulais, mais au final la justice, quelques semaines après que j'ai porté plainte, elle lui a interdit tout contact avec moi. Donc ça veut dire que, ironie du sort, la justice, en me protégeant, et donc en me protégeant de mon violeur, de mon agresseur, c'est aussi un choc à prendre, de se dire que là j'ai pas le droit de... lui il n'a pas le droit de me répondre, donc ça veut dire que moi j'ai pas le droit de lui parler non plus, parce que de toute façon il pourra pas me répondre. Et donc c'est très compliqué, et il faut pas l'oublier, cette dimension-là. Il y a le traumatisme, mais le traumatisme il se construit aussi avec tout ce qu'il y a derrière, et tout ce qui est anéanti par ça, par la prise de conscience, et avant tout par le viol ou la violence. Et il me semble que c'est essentiel. Donc voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'il y a des personnes dans votre entourage, ou même vous-même, qui se reconnaissent là-dedans, dans tous ces aspects-là du fait d'avoir un lien avec son agresseur, qui est le cas dans énormément de cas. Et je pense que c'est un aspect qui est un peu trop négligé, ou en tout cas peut-être tabou ou tu, en tout cas dans la sphère populaire, ne serait-ce que quand on voit les réactions des personnes quand elles disaient, quand elles ont vu dans mes témoignages que j'étais restée 2 ans avec mon violeur, mais c'est que je m'en étais pas rendu compte, et que malgré tout l'amour il reste, quoi. C'est pas si simple que ça. Bref, voilà.